Bonjour à tous, léger petit souci technique, mais c'est pas grave. Ravi de vous voir pour cette première. Je suis Olivier Martin, président du comité de pilotage de la chaire Économie de Défense à l'IHEDM, et je suis accompagné par Julien Malizard, chercheur et titulaire adjoint de cette chaire. La chaire Économie de Défense, beaucoup d'entre vous, je pense, la connaissent, mais pas tous. Elle a été créée en 2003 et elle vise à réfléchir et publier, rayonner de la pensée économique conçue à partir de recherches, pensée économique est destinée à éclairer l'ensemble des décideurs de la vie économique française, tant publique que privée. La communication est un élément important de cette chaire et aujourd'hui, ce webinaire que nous organisons, c'est le premier organisé par la chaire Économie Défense. Beaucoup d'autres organisations ont lancé des webinaires, notamment à l'occasion de la crise du Covid. Nous arrivons aujourd'hui pour ce rendez-vous que nous espérons régulier et qui vous permettra, je l'espère, d'apprendre un certain nombre de choses en matière d'économie de défense. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous aurons une demi-heure de présentation, 20 minutes, une demi-heure, et nous aurons une demi-heure au moins, je l'espère, de questions. Plus il y aura de questions, plus elles seront riches, si nos réponses arrivent à la hauteur de vos questions, nous aurons réussi ce premier webinaire. Bien, je vais donc maintenant entamer la discussion. Julien, quelle est la place, tout d'abord pour cadrer le débat, quelle est la place de l'investissement de défense dans l'économie française? Bien, bonjour à tous. Je pense qu'il est important tout d'abord de rappeler en préambule les particularités de la politique de défense en France, parce que ça va avoir une matérialisation économique, comme a pu le montrer un certain nombre de chercheurs. L'idée ici est de voir comment on peut décliner le concept d'autonomie stratégique d'un point de vue économique. Et c'est notamment les travaux de Jacques Fontanel et Jean-Paul Hébert qui ont essayé d'illustrer l'autonomie stratégique, et on peut relever au moins quatre éléments. Le premier, c'est un budget de défense annuel qui est moyen, qui est supérieur, enfin assez élevé par rapport à un certain nombre de pays. Comme vous le voyez a priori à l'écran, vous voyez ici la place de la France, le budget de la France comparé à ses grands voisins que sont le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et on voit que le Royaume-Uni est structurellement au-dessus, mais la France est structurellement au-dessus des autres, et en particulier l'Allemagne, qui apparaît en gris ici sur le graphique. La France étant en bleu, donc une position moyenne par rapport à ses voisins, mais structurellement supérieure à tous les autres pays européens. Ce budget est en valeur absolue, donc en pourcentage de PIB, il est un peu différent, il est différent de la différence des PIB des pays. Exactement. Donc ça, c'est un premier élément, c'est qu'il y a un budget qui est significatif, et après, quand on regarde la composition de ce budget, on constate que la part que l'État va consacrer dans ses équipements de défense, enfin, ses investissements de défense, vont être élevés, supérieurs à ce qu'on observe dans les autres budgets, dans les autres pays, pardon. Donc là, il y a un enjeu ici de composition du budget. On en parlera un peu plus tard dans la discussion. Un troisième objectif qui est un objectif d'autonomie industrielle. Donc l'idée ici est de bénéficier d'une base industrielle et technologique de défense qui est autonome, qui vise à répondre à des objectifs de souveraineté qui sont déclinés par les autorités. Et l'idée ici, c'est de pouvoir, à quelques exceptions près notables, produire l'ensemble du spectre des équipements qui vont être utilisés par les forces armées françaises. Et enfin, un dernier aspect matérialisation de ce concept d'autonomie stratégique, c'est le modèle industriel qui va être fondé à la fois sur un financement de matériel pour les armées françaises, mais l'idée est aussi d'exporter ces matériels. Et donc le financement de l'industrie passe à la fois par ce double canal, c'est un financement étatique français, et puis après les financements et l'exportation, qui vont contribuer à une part importante au modèle d'innovation interne. Donc l'idée ici, c'est de voir que l'investissement de défense en France, ça va avoir un poids, une influence économique qui va être très forte, comparativement aux autres pays européens. Et donc c'est
c'est ces spécificités ici de cet investissement par rapport aux autres pays européens qu'on va pouvoir montrer, on va pouvoir décliner ici l'impact économique que ça va avoir. Donc sur ce webinaire, pour vous situer un peu les enjeux, on va essentiellement utiliser les travaux qui ont été publiés par l'équipe de la chaire depuis une dizaine d'années, mais aussi d'autres types de publications académiques, des études qui ont été faites par des think tanks ou par les services étatiques et l'Observatoire économique de la défense en particulier. Donc alors sur le plan macroéconomique. Sur le plan macro, on peut essayer de voir plusieurs éléments qui vont mesurer précisément la valeur du contenu. Et donc, c'est la diapo que vous allez voir apparaître ici, dans quelques instants. Le temps de partager. Donc, juste pour vous spoiler ce qui va arriver, donc, sur ce schéma, vous allez voir représenter l'évolution du budget. C'est la diapo 3, encore au-dessus. C'est donc l'évolution du budget exprimée en milliards d'euros constants, en utilisant les données qui ont été des données budgétaires qui sont ramassées par l'Observatoire économique de la défense et puis des données de l'INSEE. On constate qu'en 2019, on a quasiment 36 milliards d'euros, soit presque 1,5% du PIB. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que plus que le montant, c'est la composition du budget qu'on voit apparaître dans la deuxième partie, qui est intéressante. C'est-à-dire que vous avez les dépenses d'équipement qui sont apparues ici en gris. Elles vont être structurellement supérieures aux autres dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, qui sont ici en orange. Et ces dépenses d'équipement, ici, elles vont être extrêmement intéressantes pour nous, pour notre analyse, puisque c'est là où il y a les investissements de défense. On va retrouver et l'achat d'équipements neufs et la R&D. Et c'est une dépense qui va recenser un certain nombre d'investissements publics de l'État. C'est environ, en fonction des années, en fonction des périodes, mais en moyenne, c'est entre 75 et 80% des investissements de l'État. Et quand on regarde la part de la recherche et développement, on constate que la recherche et développement financée par l'État pour la défense, c'est de l'ordre de 20% de la R&D publique. Donc c'est une nouvelle fois un indicateur macroéconomique significatif. On peut aussi regarder après ce que ça pèse comme secteur en termes d'emploi. Si on regarde les emplois industriels, on considère qu'il y a environ entre 200 000 emplois directs et indirects. Ce qui fait, alors ce n'est pas tout à fait une comparaison idéale, mais environ 5% des emplois industriels. Tous les emplois de la BIT ne sont pas forcément des emplois industriels. Et puis, autre élément macroéconomique important, c'est la place des exportations de matériel, d'équipements français dans le solde commercial. On considère que sur les 3 dernières années, on a un solde commercial de 7 milliards d'euros en excédent. Et c'est un des rares secteurs français qui est structurellement en excédent. Après la macroéconomie, la micro. La micro, effectivement, l'autre partie. Donc, regardez plutôt qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises. Est-ce que ces entreprises du secteur de l'armement sont spécifiques ou pas? Alors, elles le sont pour au moins 2 raisons qui sont liées. La première, c'est celle liée à la centralité que va avoir les entreprises de la BIT, ce qu'on appelle le système national d'innovation. Donc, la capacité que vont avoir les entreprises du secteur à associer la recherche publique, la recherche privée, les acteurs de la supply chain, etc. Et tout ça fait qu'au bout du bout, les entreprises de la BITD sont parfaitement à l'aise pour justement aller chercher, capter l'innovation là où elle est. Et l'autre partie, c'est l'intensité en recherche et développement. Ce sont des entreprises qui sont hautement intensives en technologie. Et on considère, alors ça dépend des indicateurs et de comment on le mesure, mais les entreprises qui innovent en France, le potentiel lié à la BITD, c'est entre 2 et 5% en fonction des calculs des études. Mais ces 2 à 5% d'entreprises vont réaliser entre 20 et 25% des dépenses de recherche et développement en France. Donc, on a ici un secteur qui est relativement petit en termes de nombre d'entreprises qui innovent, mais c'est un secteur qui est très performant, qui va générer un grand nombre de dépenses de recherche et développement. Et ça va se retrouver après aussi dans les chiffres des brevets, puisque les entreprises de la BITD sont structurellement très bien classées dans les tableaux produits par l'INPI. Très bien. Après ce panorama, comment peut-on quantitativement, parce que c'est ça qui est intéressant, évaluer l'impact économique de cet investissement de défense? Donc, effectivement, une fois qu'on
voit le tableau. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça va générer comme activité économique. Ce qui est important de préciser, c'est que finalement, l'impact principal, puisque les dépenses de défense sont une dépense aussi politique, ça vise des objectifs politiques qui peuvent être la paix, la sécurité, la puissance. Et ça, les économistes sont assez désarmés pour mesurer les effets qu'on peut attendre de ça. Donc, même si évidemment ce sont des effets très importants. Évidemment, mais en fait on peut mesurer des effets directs. Donc combien, si je mets de l'argent dans le secteur de la défense, qu'est-ce que ça va générer comme activité économique? Donc ça on peut le mesurer et quelque part on peut voir si au-delà des effets positifs qu'on peut espérer sur la paix, la sécurité, la puissance, on ne va pas avoir une forme de double dividende, un deuxième bénéfice additionnel qui va se rajouter au précédent. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le cas français, en fait, c'est que l'ensemble des études qui ont été publiées depuis une grosse dizaine d'années sur le cas français montrent que, sans ambiguïté, l'influence des dépenses de défense va être positive en France. Alors, on va rentrer dans le détail. Il y a une première étude, et c'est la seule qui a été publiée spécifiquement sur ce cas. C'est une étude qui est publiée par le Cercle des économistes il y a quelques années. Et l'idée, c'était de calculer la valeur du multiplicateur. L'idée était de regarder quelles vont être les retombées économiques de la dépense de défense. Et il montre que le multiplicateur va être proche de zéro, ce qu'on appelle non significatif à court terme, c'est-à-dire pas d'effet sur 2-3 ans. Et à partir de 3 ans, la valeur du multiplicateur va être positive, elle va être même très forte, assez élevée, puisque le cercle d'économistes estime qu'à 10 ans, horizon de 10 ans, le multiplicateur va être égal à 2, c'est-à-dire que pour 1 milliard d'euros de défense, on va générer 2 milliards d'activités économiques supplémentaires. Alors, est-ce que ce résultat est cohérent avec ce qu'on constate dans la littérature? Ça l'est, si on regarde les travaux notamment américains, alors il y a des différences de modélisation, mais on constate que le multiplicateur qu'on publié sur des études américaines est aux alentours de 1,5 à 1,8, avec des horizons plus proches que 10 ans, genre aux alentours de 4 ans. Donc, pas forcément totalement comparable, mais on constate que l'étiage est à peu près bon. Donc, il y a ce premier multiplicateur, et après, la question, c'est, une fois qu'on a dit le multiplicateur est positif, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et on peut aller plus loin en reprenant les éléments liés à la composition du budget, qu'on a présenté tout à l'heure, puisque, en fait, on constate, et c'est des travaux qu'on a pu mener ici à la chaire, que le budget, l'effet positif va transiter par les dépenses d'investissement. Et donc, on considère que les études qui ont été publiées, c'est qu'il y a un effet positif des dépenses d'investissement qui va être grosso modo équivalent à la valeur du multiplicateur qu'on avait vu précédemment, donc aux alentours de 2. Et pourquoi les dépenses d'investissement ici sont favorables? D'une part, parce qu'elles sont capables, elles vont générer des effets de débordement technologique, donc la réutilisation de certains nombre de technologies dans le secteur civil, et puis l'amélioration du secteur, de la productivité du secteur privé, notamment une étude extrêmement intéressante qui a été publiée en 2008 sur le cas américain et qui montrait que l'efficacité productive supplémentaire grâce aux dépenses de R&D de défense américaine était de l'ordre de 3,5%, alors que les mêmes dépenses de R&D, mais civiles, ici, généraient un effet de 1,7%, donc en grosso modo 2 fois plus faible. Donc ça, c'est un premier élément. L'effet positif va transiter par les dépenses d'équipement, alors que quand on regarde les dépenses de fonctionnement, qui sont, qu'on a vu, extrêmement plates, ces dépenses de fonctionnement, en fait, c'est essentiellement de la masse salariale. Et la masse salariale est considérée comme étant une dépense qui est utile à très court terme pour des effets de demande, mais qui ne va pas avoir d'effet productif sur le long terme extrêmement significatif. Et donc, on retrouve ce résultat-là. Il n'y a pas d'effet positif des dépenses de fonctionnement sur l'activité économique. Donc, si on compare un peu les études françaises qu'on vient de citer par rapport aux études internationales, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que ça, c'est parfaitement cohérent avec la littérature. On a vraiment un résultat standard. On a un effet positif des dépenses d'équipement qui joue en fait comme des effets d'offre, c'est-à-dire qu'on va modifier favorablement la structure productive de l'économie, alors que les dépenses de fonctionnement, ce sont essentiellement des transferts, et donc ça n'a pas d'incidence sur la capacité à transformer la structure productive.
Dernier élément extrêmement important, c'est une forme de complémentarité. C'est un élément qui est extrêmement important relativement à la structure économique française d'ailleurs. C'est le rôle que va jouer l'investissement de défense avec l'investissement privé. Donc celui qui va être généré par les entreprises privées, ce qu'on appelle en comptabilité nationale la formation brute de capital fixe. Et donc cet investissement, traditionnellement, en macroéconomie, on considère que quand l'État investit en équipement, en R&D, etc., ça va avoir tendance à évincer, c'est-à-dire à remplacer la dépense d'investissement privé. Et on constate, c'est les travaux qu'on a pu mener il y a quelques années, qu'il y a au contraire un effet, une complémentarité ici. Donc, plus on investit en investissement de défense, plus on investit en R&D de défense, plus l'investissement privé va être stimulé. Et les raisons qu'on peut y voir, c'est parce que l'investissement en recherche et développement va fournir des éléments budgétaires supplémentaires à une industrie à haute valeur ajoutée et hautement capitalistique. Et si on essaie de comparer ce résultat avec des choses qui ont été publiées aux États-Unis notamment, une étude très récente, qui montrait que, encore plus précisément sur les dépenses de R&D, une étude de Moretti et ses co-auteurs, qui montrait qu'un accroissement de 10% des dépenses publiques de R&D de défense entraîne une augmentation de 5 à 6% des dépenses privées de R&D. Donc les deux vont dans le même sens, alors que la littérature économique s'attend à voir les choses dans les sens inverses. Si vous me permettez, Julien, je vais rajouter un autre indicateur que d'ailleurs, à titre professionnel, j'avais essayé d'estimer à propos du domaine dans lequel je travaille. Je suis conseiller du président de MBDA aujourd'hui, à savoir la filière missile. Et ça s'inspirait de travaux que Oxford Institute en Grande-Bretagne avait mené sur l'industrie britannique. C'est ce que j'appellerais le multiplicateur fiscal. Ce multiplicateur fiscal, comment on l'évalue? Eh bien, l'activité ou l'existence d'une filière industrielle, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence dans la défense donc, de la filière missile, cette existence est liée à la volonté évidemment de l'État d'avoir cette filière, de disposer de cette filière, et pour disposer de cette filière, il a besoin d'investir en R&D pour développer les produits de cette filière. Il a certes aussi besoin d'acheter ces produits, mais ces produits, les missiles ou les systèmes de missiles, quelle que soit la situation industrielle, il aura besoin toujours de les acheter. Donc il n'y a pas d'économie à faire sur l'acquisition des produits. Il peut éventuellement faire une économie sur l'investissement pour cette filière. Donc, c'est la part d'investissement ou l'effort fait par la nation pour disposer d'une filière missile correspond en gros au financement de la R&D. Et pour la filière missile, on a estimé, enfin, les chiffres que nous avons évidemment pour MBDA représentent de l'ordre en moyenne de 270 millions d'euros par an. En face de cela, qu'est-ce qu'on a? On a une activité industrielle qui va travailler bien sûr pour le client français, qui va également travailler pour le client export. Évidemment, plus le client export commande de matériel, plus cette activité sera importante. Et toute cette activité va dégager toute une série de ressources fiscales de tout type, directes pour l'État, indirectes via la taxation sociale, à la fois au niveau des salariés et au niveau des employeurs. Et ceci, là, c'est l'étude, les chiffres qui sont donnés sont pour 2019. 2020 est une année un peu spéciale, donc on ne les a pas fait pour le moment. On représente 920 millions d'euros au total. Et ceci, comme vous l'avez dit, Julien, au départ, ne prend pas en compte les apports de l'existence d'une filière, en l'occurrence missile, mais d'une activité défense, à savoir la souveraineté offerte à nos forces armées sur l'emploi de ces matériels. Je rajouterai également l'impact de l'existence de cette filière sur l'exportation de plateformes françaises et l'impact de cet investissement en défense. Vous en avez parlé vous aussi, Julien, et vous en reparlerez tout à l'heure, je crois, sur l'activité civile. Donc, vous voyez le ratio 270-920. C'est pour ça qu'on peut dire, en tout cas en 2019, que quand la France investit 1 euro dans la filière missile, elle récupère, si j'ose m'exprimer ainsi, sous forme de contribution économique fiscale, 3,41 euros. L'intérêt, c'est de voir comment ça se positionne par rapport à d'autres activités. Après cette présentation de multiplicateur, Julien, quelle synthèse ou quelle analyse générale vous pouvez faire de l'ensemble de ces résultats? En fait, on peut voir qu'il y a
différentes explications qui vont en lien avec les caractéristiques, les particularités de l'investissement de défense. Ici, pourquoi c'est une dépense particulière et pourquoi elle va générer ces effets économiques qu'on vient d'expliquer. On peut estimer, il y a 4 raisons, mais en fait, elles peuvent être synthétisées en 2 points. La première partie, c'est l'absence de fuite, c'est-à-dire que dans le circuit économique, si j'investis dans la défense, l'argent va rester dans le circuit national. Un premier élément, c'est lié déjà aux dépenses de R&D. Quand on regarde les externalisations, le processus d'externalisation des entreprises, cette externalisation va être essentiellement sur le territoire national. C'est l'étude qu'on a fait au sein de la chaire. Les entreprises, ici, les statistiques sont assez claires. C'est que lorsqu'une entreprise française de la BPI externalise sa recherche et développement, elle se fait à 82% sur le territoire national. Et si c'est une entreprise qui n'est pas de la BITD, on est de l'ordre de 50%. Donc on a déjà une première absence de fuite sur la recherche et développement. Et la deuxième absence de fuite… L'écart, les 82% par rapport à 100%, c'est lié à quoi? C'est lié au programme en coopération? C'est lié à… Vous avez des explications? Alors là, je ne… D'accord. Je peux vous dire une bêtise. Je pense que les programmes en coopération conduisent évidemment à ce que des activités de R&D soient faites chez nos partenaires européens en particulier. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, c'est une fois qu'on a vu la recherche, on peut voir au niveau de la production, au niveau des commandes. Et en fait, on voit que les dépenses d'équipement vont irriguer essentiellement le territoire national, la sphère productive française. Il y a une étude très récente qui a été faite par nos collègues de l'Observatoire économique de la défense et qui montre que sur l'ensemble des commandes qui ont été passées par le ministère des Armées, plus de 80% du total va être adressé à des entreprises résidentes, à des entreprises qui sont implantées sur le territoire national. Et si on regarde un domaine encore plus souverain qui est la dissuasion, on est aux alentours de 95%. Donc on a vraiment ici la dépense reste sur le territoire national, ce qu'on n'a pas forcément dans le cas d'autres pays européens ou internationaux au sens large. Là encore, Julien, permettez-moi, à titre, parce que j'ai regardé là aussi pour la filière missile, j'avais accès aux chiffres évidemment les plus détaillés. À titre d'illustration, quand nos activités françaises, MBDA France, donc l'activité française missile, achète à l'extérieur 100 €, en fait, le groupe MBDA, donc MBDA France, mais les autres entités de MBDA, achètent 95 € auprès de la supply chain française. Le reste va partir pour soit des proposants américains, on en a toujours, voire des offsets, mais finalement d'un volume assez faible. Donc on retrouve, alors c'est même carrément le ratio de la dissuasion que vous avez évoqué en ce qui concerne la filière missile. Bon, je sais, on participe certes à la dissuasion, mais on ne fait pas que ça. En tout cas, pour 100 € achetés, 95 reviennent à la supply chain française dans le domaine des missiles. Donc, troisième point, et donc les 2 points qui suivent vont être liés à la capacité à générer des retombées technologiques, à montrer le rôle structurant que va avoir la BITD dans le processus d'innovation, sachant qu'il est communément admis, et tous les travaux macroéconomiques qui sont publiés montrent que les pays qui ont les performances économiques les plus élevées sont aussi les pays qui vont investir le plus en recherche et développement. La comparaison France-Allemagne ici est particulièrement pertinente au niveau global, pas défense, justement. Donc là, on a un premier point ici qui est le rôle, j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure de la BITD, dans un rôle d'architecte. C'est une compétence qu'on retrouve assez peu dans la sphère civile. En fait, c'est le fait que les entreprises de la BITD vont être architectes, elles vont être, comme je disais tout à l'heure, avoir un niveau extrêmement central dans le système national d'innovation. Et donc, elles vont être capables d'aller chercher au sein de tous les acteurs pertinents les processus d'innovation les plus performants. Donc là, on a un premier aspect, c'est que ces entreprises sont assez efficaces, en fait, au sens de l'efficacité à rechercher l'innovation. Et puis, après, ça, c'est plutôt les intrants. Qu'est-ce qui sort de ça? Qu'est-ce que va générer l'activité économique ici liée à ce processus d'innovation? C'est essentiellement des retombées technologiques. Alors, c'est difficile. Il y a assez peu d'études dans le cas français, elles sont essentiellement américaines. Les études sur le cas français ont été faites essentiellement sur la dissuasion et la création de compétences spécifiques, par exemple Atos sur les supercalculateurs à l'époque et le programme simulation. Dans le cas américain, il y a une étude, il y a un ouvrage extrêmement passionnant de Vernon Rutan qui s'appelle Is War Necessary for Growth?
crois que le titre parle de lui-même, et il montre le rôle de technologies qui ont été financées par le secteur de la défense durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est comment ces technologies-là vont avoir un rôle central dans la croissance économique qu'on va observer à partir de 1945. Et ça va être des technologies liées au secteur du nucléaire, des microprocesseurs, de l'ordinateur, d'Internet, de l'aviation civile. Donc, toutes ces technologies-là qui vont essaimer du secteur de la défense vers le civil. Et puis, plus récemment, il y a une étude que vous devez voir actuellement, qui a été publiée par Mariana Mazzucato, et qui va utiliser les smartphones comme point de départ. Et en fait, ce qui est intéressant, on ne va pas détailler point par point toutes les technologies qui sont affichées à l'écran, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre de technologies qui font que le smartphone est smart, en fait, ce sont des technologies qui sont financées, on le voit ici, par DARPA ou DoD ou US Military. Et donc, en fait, on a ici des technologies qui sont au cœur des grands processus d'innovation dans les technologies de la communication et de l'information. Et donc, on voit ici que la défense prend tout son rôle dans la diffusion de technologies, des outils tout à fait modernes, mais très civils aussi. Reconnaissons néanmoins que le secteur civil, depuis les années 40-50, s'est considérablement développé, oui. Et que le secteur militaire bénéficie aussi beaucoup plus qu'il y a 50 ans de l'apport du secteur civil, d'où l'importance, que vous l'avez indiqué, d'avoir des capteurs et d'être branché quand on est dans une échelle de défense vers également le secteur civil. Bon, j'espère que vous vous posez des questions parce que nous serions très heureux de pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas. Dernière question, dernier thème, l'exportation. C'est un thème qui est souvent abordé, notamment ces derniers temps. Comme vous le savez, Julien, le ministère des Armées vient de publier récemment son rapport annuel sur les exportations et le Premier ministre a annoncé récemment la création d'une commission parlementaire dédiée au contrôle des ventes d'armes. Au-delà de cet environnement politique qui évolue et qui est important évidemment de suivre, peut-on avoir un éclairage sur l'apport sur le plan économique des exportations de matériel de défense ? Alors on peut regarder ça à double titre, c'est-à-dire que les entreprises de la BITD sont soumises à un environnement concurrentiel extrêmement fort. Et en fait, on constate que relativement aux enjeux d'innovation que j'évoquais juste avant, elles vont être performantes. C'est-à-dire que ces performances, elles vont créer plus de valeur que les entreprises cibles. C'est l'étude qu'on a pu faire au sein de la chaire. Et on a pu montrer que les entreprises du secteur de la défense ont un taux de valeur ajoutée qui va être significativement supérieur à celui des entreprises civiles, 42,7 contre 40, donc ça n'a pas l'air gigantesque, mais c'est quand même statistiquement significatif. Donc elles créent plus de valeur et surtout elles sont plus insérées dans la compétition internationale, dans des taux d'exportation qui vont être plus élevés, quasiment 15% contre 10,5 pour les entreprises civiles. Donc on a un premier aspect ici, des performances qui sont supérieures au secteur civil. Vous pouvez préciser ce qu'est le taux d'exportation ? Le taux d'exportation, c'est la part des exportations sur le chiffre d'affaires. Donc 15% pour la défense C'est en moyenne, oui. D'accord. Mais après, c'est toute la filière de la BITD. Donc en fait, c'est les grands groupes qui sont très très insérés, et puis la supply chain qui est moins insérée dans la compétition internationale. Donc ça, c'est un premier résultat. Deuxième résultat, c'est le rôle que vont jouer les exportations, un petit peu évoqué dans le premier point, le rôle des exportations des entreprises de la BITD dans les performances économiques de la France en matière d'exportation. Et si on prend une définition très large de la BITD, en particulier en incluant toute la filière aéronautique, qui est bien souvent duale, on constate que les entreprises de la BITD, ces études qui ont été publiées il y a peu de temps, vont générer presque 20% des exportations totales de la France. Et ça, c'est en lien avec la théorie des avantages comparatifs. Le CEPI, qui est un centre de recherche en économie internationale, a montré que l'avantage comparatif, le premier avantage comparatif de la France, c'est la filière aéronautique. Et c'est un avantage comparatif qui a progressé sur les 10 dernières années. Donc la France est encore davantage spécialisée dans la filière aéronautique. Et donc ça explique une grande partie de ces bons résultats en matière d'exportation. Là encore, Julien, permettez-moi de compléter votre réponse, j'allais dire du terrain.
C'est une analyse que j'ai faite là encore donc pour les chiffres que je serai amené à vous donner. Ça concerne la filière missile, mais qui est générale pour, je pense, l'ensemble des activités et des filières de défense en France et d'ailleurs ailleurs. Quels sont les grands domaines de contribution de l'exportation, notamment pour la nation de façon générale? Le premier, ce sont les redevances. Les redevances étatiques que nous versons. Certes, il peut y avoir des coefficients de dérivation qui réduisent ce montant dans la mesure où les industriels contribuent de plus en plus à l'autofinancement de ces produits. Pour la filière missile MBDA, ça représentait en moyenne annuelle 1,27% du chiffre d'affaires export. Vous savez que le code des marchés publics prévoit 2%. Vous voyez là ici l'effet du coefficient de dérivation. De plus, les contrats nationaux peuvent, ça a été le cas notamment en ce qui nous concerne pour le dernier contrat important avec KNG, prendre en compte un prix unitaire missile qui prend en compte une quantité de missiles à l'exportation. Donc là, il y a un effet volume qui est pris en compte et qui évidemment intéresse et bénéficie aux clients français en premier chef. Deuxièmement, c'est le maintien des compétences. Le maintien des compétences pendant la phase où les activités domestiques sont plus faibles. Vous connaissez, vous savez tous qu'un produit de défense dure de l'ordre de 20 à 30 ans, 30 ans oui sans doute. L'activité industrielle liée aux commandes France est beaucoup plus courte. Eh bien, ce sont les activités export qui suivent en général les commandes France, qui maintiennent l'activité des bureaux d'études, des centres de production, le maintien des lignes de production, l'arrêt d'une ligne de production étant un élément très négatif, puisque quand on reprend une production, les coûts sont élevés. Nous avons estimé ce maintien des compétences par an pour la filière missile à un bénéfice, un avantage de l'ordre, pas un avantage, un gain de l'ordre de 80 millions d'euros. Troisième élément, c'est le développement de l'offre produit MBDA aux produits du client français. Les industriels, et c'est quelque chose que je ne veux pas m'engager évidemment pour les autres industriels, mais je sais qu'un certain nombre d'entre eux le font, contribuent à autofinancer le développement, partiellement bien sûr, le développement de certains produits. Plus le produit que le client français souhaite se rapproche des besoins du marché export, plus l'industriel sera incité à favoriser son développement et donc à autofinancer. De même, nous sommes amenés à quelquefois faire des autofinancements propres, purs, pour adresser directement le marché export, pour développer des variantes sur le marché export et qui peuvent en retour intéresser le client français qui n'aura pas à financer ces développements. Au total, ça représente, y compris l'estimé de l'autofinancement de notre supply chain, on estime à un gain de l'ordre de 120 millions d'euros par an. Quatrièmement, de plus en plus de contrats export prévoient en direct des financements venant de nos clients export, qui évidemment entretiennent les compétences, la valeur ajoutée et la performance de notre portefeuille produit. Ceci est estimé à 50 millions d'euros par an à peu près. Là encore, les chiffres que je vous donne, c'est pour la filière missile. Et enfin, je vous ai présenté tout à l'heure les retombées fiscales générales de la filière missile. Le calcul est un peu théorique parce que j'ai calculé que pourrait être dans le cas d'une filière missile purement française, nationale, avec un marché national, même si c'est un peu théorique, les retombées fiscales, l'effet est essentiellement réduction du chiffre d'affaires et surtout réduction des effectifs qui conduit à une estimée de ce retour fiscal. La différence pourrait correspondre à les retombées fiscales liées à l'export. Je vous avais parlé de 920 millions sur l'année 2019. L'équivalent des retombées fiscales uniquement liées au marché export représente 520 millions. Vous voyez, ce ne sont pas des sommes totalement ridicules qui sont présentes et qui montrent, je pense, l'intérêt de l'export sur le plan économique, l'impact économique des retombées export qui sont donc tout à fait importantes. Voilà, Julien, merci. Je pense que nous avons terminé cette présentation. Nous avions dit une demi-heure, nous sommes à 33 minutes. Désolé pour avoir débordé un petit peu. Maintenant, c'est le moment des questions. Et donc, merci.
Alors, première question, à quoi sont dues les bonnes performances économiques de la BITD? Est-ce l'influence de la R&D? Je pense que vous avez en partie déjà répondu à cette question, Julien, mais est-ce que vous avez des éléments complémentaires à ajouter? En fait, la R&D ici, on voit qu'une entreprise qui innove, c'est une entreprise qui a des performances économiques élevées. Donc ça, il y a un effet ici particulièrement significatif, et c'est montré par toutes les études. Et ce qui est intéressant de voir ici, parce qu'en fait, finalement, toutes les entreprises qui sont insérées dans le commerce international seront obligées d'innover, sinon elles disparaissent. Donc, qu'est-ce qui fait ici que le secteur de la défense est spécifique par rapport à d'autres secteurs? En fait, on voit ici le rôle du soutien public dans l'innovation, parce qu'ici, on a des technologies qu'on veut souveraines. Donc, il y a un effet ici lié à des montants de dépenses qu'on ne va pas retrouver par ailleurs, et un soutien étatique. Ce qui fait que les entreprises ici vont être, comme je le disais tout à l'heure, elles sont assez peu nombreuses, mais elles vont être considérées comme extrêmement innovantes, parce que les besoins en termes de recherche et développement sont assez élevés. On peut voir aussi l'influence, dans le cas français, de la dissuasion. C'est-à-dire que la France dépense structurellement beaucoup pour sa recherche et le développement, quand on regarde les statistiques qui sont publiées notamment par l'Agence européenne de défense. Et ça, c'est une caractéristique qui n'est partagée qu'avec le Royaume-Uni, qui lui aussi est un pays qui dispose de l'arme atomique. Donc en fait, on a ici un besoin structurel d'innovation qui est porté par le secteur de la dissuasion et qui est une forme de locomotive technologique pour l'ensemble de la BITD. Et donc, un des résultats, en fait, à mon avis, le résultat principal, il est double, c'est qu'il y a une partie qui est liée à la recherche et le développement, parce que la recherche et le développement permet d'avoir, c'est ce qui permet d'avoir les compétences sur le long terme et garantir la souveraineté. Il y a cet aspect, et puis l'aspect, j'investis dans les technologies de long terme aussi. Et le deuxième aspect qui est extrêmement primordial, c'est le fait que la dépense est essentiellement dépensée sur le territoire national. Si on prend le cas de pays qui n'ont pas de BITD, mais qui vont avoir des processus d'acquisition importants, on peut penser par exemple à la Grèce, même si avec la crise économique, ça a été un peu chamboulé. La Grèce importe quasiment l'essentiel de ses équipements. Je ne suis pas certain qu'on va retrouver un impact économique aussi significatif, ou qui est en tout cas aussi important, qu'on va l'avoir dans le cas français. Donc il y a vraiment ce côté, j'investis en recherche et développement, mais aussi absence de fuite, qui est vraiment liée à cette vision politique qu'a la France, de dépenser pour sa BITD, pour garantir la technologie, qui est une vision politique en termes de souveraineté. Question suivante, alors, qui est plus large, mais tout à fait intéressante, de Norbert, il se reconnaîtra. Quelle prospective à moyen terme peut-on faire dans les prochaines années? En particulier, quelles seraient, d'après vous, Julien, les conséquences de la crise Covid versus l'augmentation de l'instabilité mondiale? Alors, c'est plus une question géopolitique, je dirais. Ouais. Je vous laisse répondre, mais je pourrais apporter des compléments. Alors, après, effectivement, ça questionne aussi, du coup, sur la capacité que vont avoir les États, en particulier les États européens, pays occidentaux, à soutenir leurs dépenses de défense, avec la crise Covid qui va probablement, on le voit, a fait exploser les dettes publiques. Donc, il est probable qu'un certain nombre de pays européens, les sujets de finances publiques soient remis sur le devant de la scène. Et puis, dans le même temps, on a aussi un effet opposé, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs étatiques qui, eux, sont sur une trajectoire d'augmentation de leur budget extrêmement important, qui ne s'est pas démenti, vous pensez à la Chine notamment, mais pas que. Hein. Donc là, en fait, on a une forme de dilemme ici, c'est-à-dire qu'on va vouloir restaurer notre compétitivité budgétaire, ce qui va probablement passer par des choix qui peuvent être... et malheureusement, c'est souvent le cas douloureux pour la France, pour la défense, pardon. Des études qu'on a pu faire, nous, au sein de la chaire, ont montré que lorsqu'il y a de la rigueur budgétaire, la défense est le premier touché. Et au sein de la défense, c'est d'abord les dépenses d'investissement qui sont sacrifiées. Donc, il y a ici une forme de dilemme. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, il y a une volonté politique forte. Dès 2015 et encore plus réaffirmée depuis 2017 sur une forme de soutien de la dépense de défense. Mais c'est vrai que la crise risque de bouleverser les choses. Pour l'instant, 2020, on n'a pas vu ça. D'ailleurs, 2020, d'après les chiffres du CIPRI, c'est l'année où on a dépensé plus pour les dépenses de défense au niveau mondial, y compris durant la guerre froide, quand on compare les périodes. Donc, on n'a jamais dépensé autant. Donc, il y a vraiment un dilemme. Et ce qu'on constate dans le cas français, c'est que finalement, la défense est souvent sacrifiée.
On verra à moyen terme si c'est le cas ou pas. Oui, je n'ai pas non plus je ne lis pas dans le mar de café, mais il est clair que l'instabilité mondiale se développe et la crise Covid, elle se développait avant. La crise Covid, je pense, peut renforcer cette instabilité. Et cette instabilité, évidemment, conduit souvent les pays à renforcer leur effort de défense. Donc, ça devrait être le cas. C'était déjà prévu le cas en France. La loi de programmation militaire jusqu'en 2025 prévoyait une augmentation significative à partir de 2022. Nous verrons le budget 2022 qui se précisera, enfin qui sera présenté prochainement. Et au-delà, bon, je ne sais pas si la campagne électorale qui arrive, ce sujet sera au cœur. En tout cas, ça sera un sujet certainement très important. Deuxième question, un effet positif de la défense est la paix et la sécurité. Le soutien au tissu industriel et à l'R&D est un objectif pour assurer une forme de souveraineté industrielle. C'est ce que tout à fait. La démonstration que les dépenses de l'État en matière de défense pourraient avoir un effet fiscal positif laisse songeur. Pourquoi n'est-ce pas le cas avec 15 milliards d'acquisitions? Eric, je ne suis pas sûr de comprendre bien la question, mais on va essayer néanmoins d'y répondre. Julien, je vous laisse d'abord y répondre. Si la question était, n'hésitez pas à compléter la question, Eric, si on ne répond pas correctement. Je ne dis pas que l'effet fiscal, ou les retombées fiscales que je présente, elles sont d'autant plus importantes que l'exportation de la filière considérée est importante. Il est clair que s'il n'y avait pas du tout d'exportation, en clair, si nous n'avions que des arsenaux, sans aucune exportation, travaillant que pour le client national, le bilan ne serait pas évidemment aussi positif et le résultat serait peut-être même inférieur à 1. Mais il se trouve que j'ai la chance de participer à une filière qui a beaucoup exporté ces dernières années et qui prévoit de continuer d'exporter. Donc, le résultat a été effectivement très positif. Sinon, pourquoi n'est-ce pas le cas avec 15 milliards d'acquisitions? J'avoue que je ne comprends pas exactement la question. Julien, vous avez une… Je pense qu'on peut voir aussi, en essayant de reformuler, il y a une forme il faut aller au-delà de la logique comptable de la dépense, souvent privilégiée chez certains penseurs, où en fait ce n'est qu'un coût. En fait, ce n'est pas qu'un coût, ici c'est quelque chose qui rapporte. Et en fait, le multiplicateur fiscal que vous avez présenté, c'est une forme de retombée économique, et parmi tant d'autres. Et en fait, la façon de considérer qui est si je dépense, en fait, c'est du moins. En fait, c'est pas que du moins, c'est du plus. Donc, il faut, je pense que la présentation, au moins, insistait sur cette capacité à aller au-delà du seul coût pour voir ce que ça pouvait engendrer. Alors, effectivement, il y a un effet fiscal, mais c'est un effet parmi tant d'autres. Et je pense que notre présentation a assez bien démontré. J'espère, Eric, que nous ne vous avons pas déçu dans notre réponse à votre question. Sinon, n'hésitez pas à la compléter. Question suivante. Avez-vous une appréciation macro de la relation existante entre le chiffre d'affaires généré de l'industrie de défense et le nombre d'emplois en dépendant, en différenciant peut-être production et ingénierie? Je peux dire, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, je peux leur présenter des éléments, mais si vous avez des éléments, Julien, n'hésitez pas. Sur les aspects macro, en fait, c'est compliqué d'avoir des effets significatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on évoquait 200 000 emplois. On a un chiffre d'affaires qui est difficile à calculer parce que du coup, tout dépend aussi du périmètre de la BITD en fonction des chiffres, etc. Mais c'est aux alentours d'une vingtaine de milliards. Ça dépend un peu des études, mais c'est à peu près cet étiage-là. Donc, on a ici c'est important, mais c'est quand même 20 milliards sur un PIB français qui représente 2200 milliards. C'est petit finalement. Donc, d'un point de vue macro, pas spécialement étonnant de retrouver quelque chose de petit. C'est pour ça que je pense que l'effet économique est plutôt lié à la dimension souveraineté, et cette souveraineté se voit sur la capacité en France à dépenser au niveau national. Mais je peux compléter. Je pense d'abord que le chiffre de 20 milliards est peut-être un peu sous-évalué parce que les 200 000 correspondent aux effectifs de la BITD.
mais qui ont des activités pas uniquement purement défense. Donc, il va y avoir des activités civiles. Donc, je pense que le chiffre d'affaires est plus important. J'avoue que je ne l'ai pas en tête. Ce que je peux donner, en revanche, que j'avais travaillé sur ce sujet-là, là encore, désolé d'insister sur la filière missile, mais je n'avais accès qu'à ces chiffres-là. On peut estimer que, j'allais dire, le chiffre d'affaires par salarié au niveau d'un maître d'œuvre où il y a beaucoup d'activités de R&D, il y a aussi l'activité de production, est de l'ordre de 250 à 300 kg par an, alors qu'un chiffre d'affaires par salarié d'une entreprise de la supply chain qui fait peut-être un peu de R&D, mais moins de R&D et plus de production, ça varie, mais ça peut aller entre 120 et 180 kg par an. Donc, on retrouve par là, évidemment, l'effet R&D, l'effet coût de structure plus important au niveau de la structure, des grosses sociétés, l'effet autofinancement et la performance, en tout cas, qui est recherchée dans le tissu de PME, PMI. Donc, voilà les chiffres que je peux donner. J'espère que ça répond à ta question, Arnaud. Autre question, quel est l'impact de l'industrie 4.0 sur l'évolution des retombées économiques de l'investissement de défense? C'est une question très précise. Je ne sais pas si la chaire a déjà travaillé sur le sujet, alors, au niveau, en chiffres ou en évaluation. Alors, je ne vais pas mesurer précisément le rôle de l'investissement, de l'impact économique de la filière, de l'industrie 4.0. Mais c'est vrai qu'au sein de la chaire, il y a mon collègue Jocelyn Droff qui avait fait une étude sur l'importance des technologies du 4.0, l'industrie 4.0 sur un certain nombre de grappes de technologies qui vont être utiles sur l'industrie de défense, et en particulier la capacité des industriels à se saisir de ces grappes de technologies. Il y avait notamment l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la robotique. Et donc, je vous renvoie sur l'étude qui a été publiée, mais pour lesquelles… Elle est disponible sur le site de la chaire ? Elle est disponible de la chaire, c'est rédigé par mon collègue Jocelyn Droff. Très bien. Donc, désolé de ne pas donner d'éléments plus précis. Là, je n'ai pas non plus de chiffres venant du terrain, mais c'est clairement, vous l'imaginez, toutes les sociétés, toutes les entreprises de défense, et notamment les grandes entreprises de défense, s'impliquent beaucoup dans l'exploitation de ces nouvelles technologies pour réduire les cycles internes, faciliter les relations avec leur supply chain, utiliser les simulations de façon beaucoup plus importante, et tout ça, faire des laboratoires, des plateformes communes virtuelles entre maître d'œuvre et supply chain. Tout ça vise évidemment à réduire tant les cycles que les coûts. Vous donnez des chiffres, c'est encore, je pense, un peu tôt. Imaginez-vous un retour économique nettement moins bon pour les financements européens venant du Fed, compte tenu des partenariats imposés. Peut-on espérer un retour des autres maîtres d'œuvre européens vers nos sous-traitants? Je peux répondre à cette question, mais je ne sais pas si je peux. On peut, en fait, il y a un double effet, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer que l'effet que vous imaginez effectivement à court terme, effectivement, c'est on va diluer l'argent européen dans pas mal de pays, pas mal de producteurs. Donc le risque, c'est que la capacité de la BITD, en particulier française, de se saisir de ces éléments pour les retransformer en contribution économique positive va être peut-être plus faible. Alors ça, c'est un premier aspect, on peut imaginer ça, mais on peut aussi, et c'est l'avantage c'est le processus de mondialisation qui veut ça, c'est qu'on peut imaginer aussi que le choix va se faire sur des pays qui vont devenir plus spécialisés, plus productifs. On peut imaginer le pays A qui va être spécialisé dans telle technologie, dans telle production. Et donc, comme ils vont être très efficaces, alors peut-être qu'on va moins dépenser, mais il sera meilleur dans la production. Et donc ça veut dire que les performances économiques seront meilleures. Donc en fait, on peut probablement pondérer cet aspect dilution des crédits par une meilleure spécialisation, notamment une meilleure spécialisation sectorielle, qui est parfaitement dans le sens de l'évolution en Europe. En fait, l'essentiel du commerce, c'est ce qu'on appelle du commerce intra-branche, c'est-à-dire qu'on va échanger entre pays européens des produits qui sont des substituts proches. Et donc, du coup, dans cette logique de commerce intra-branche, il est possible que les pays, comme de la même façon que les pays européens sur la production civile se sont davantage spécialisés les uns des autres
sur des branches productives relativement proches, il risque d'avoir la même chose au niveau industriel par ce mécanisme-là. Et c'est en général considéré comme une bonne chose en termes d'intégration économique et de retombées économiques. Alors, sur ce dernier point, je modulerai votre propos, Julien, parce qu'il y a une différence importante entre le secteur civil et le secteur défense. C'est l'exportation et l'exportabilité des produits. Autant il n'y a pas de contraintes particulières dans le secteur civil, le secteur défense, il en a beaucoup plus. Et il n'y a pas de problème de principe à spécialiser et à travailler avec des sociétés d'autres pays. Encore faut-il que les politiques d'exportation soient homogènes entre ces différents pays. Un autre élément, de toute manière, on ne sait pas, et honnêtement, je ne sais pas moi ce que ça donnera l'efficacité du FED. Je dis simplement, je pense à titre personnel qu'il faut tenter l'expérience, voir ce que ça va donner. Le résultat sera sans doute pas, le premier résultat sera pour moi pas un retour économique, il sera déjà vérifier qu'on est capable, par ce mécanisme, de développer des capacités nouvelles intéressantes dans l'ensemble de nos pays. Et pour la dernière question, retour des autres maîtres d'œuvre européens vers nos sous-traitants, oui, c'est la règle normalement. Si les autres maîtres d'œuvre européens veulent bénéficier des financements faits, ils doivent travailler avec des partenaires d'autres pays. Et je pense là que les PME et les ETI françaises, qui sont bien soutenues par la DGA, par les maîtres d'œuvre, ont leur carte à jouer, ont des atouts compétitifs tout à fait intéressants. Pourriez-vous développer le lien entre les investissements de défense et la constitution d'un tissu industriel de PME-PMI? Je pense que vous allez pouvoir compléter après avec votre expérience chez MBDA, mais on peut voir en fait ici la logique de construction de filière industrielle en France. On a des grands groupes qui sont très spécialisés et qui sont, une nouvelle fois, comme on l'a évoqué, dans ce rôle d'architecte, donc capable à la fois d'être en front office avec la concurrence internationale, les clients internationaux, l'État français, parce que c'est quand même un client particulier. Quand on commerce avec des acteurs étatiques, c'est pas la même chose que d'échanger avec des sphères privées. Donc en fait, on a ici un premier aspect, et puis en fait, la logique de spécialisation sectorielle que j'évoquais juste avant oblige aussi à un moment donné d'avoir une filière dans les chaînes de valeur des entreprises qui soient plus agiles, mais sur des segments de production beaucoup plus limités. Et donc, en fait, on constate ça c'est quelque chose qu'on retrouve une nouvelle fois en commerce international et qu'on retrouve aussi dans la filière défense, c'est-à-dire des grands groupes très connectés et au centre d'un certain nombre de réseaux, et puis la nécessité de s'appuyer parce que la logique productive implique des spécialisations que ne peuvent pas forcément avoir les grands groupes, avec des acteurs de plus petite taille, plus agiles, pour capter de l'innovation, pour capter des savoir-faire, etc., que n'ont pas forcément les grands groupes. Et donc ici, la défense est parfaitement cohérente avec ce qu'on retrouve dans les filières industrielles standards et leur capacité à être bien connectées dans les chaînes de valeur, notamment mondiales, mais en France, particulièrement bien connectées avec les territoires, l'ensemble du territoire national. Oui, enfin, je partage ce que vous avez dit. Certes, peut-être il y a quelques années, les industriels de défense, notamment les maîtres d'œuvre, étaient peut-être un peu jaloux de leurs compétences, de leurs connaissances. Ils ne souhaitaient pas trop les diffuser et les partager. Je pense que ce temps est largement révolu et que tous les industriels aujourd'hui et les grands maîtres d'œuvre ont compris l'apport que les startups, les PME, les centres de recherche peuvent offrir à ces maîtres d'œuvre pour, comme vous l'avez dit, capter l'innovation, être plus réactif, être plus compétitif. Et c'est quelque chose que le plan Action Défense mené par le MINARM nous invite à faire, à nous les grands groupes, qu'en général, à ma connaissance, nous faisons. Autre question, il y a beaucoup de questions, j'en suis ravi. Existe-t-il une étude de l'impact de la guerre des étoiles, Ronald Reagan, sur la domination technologique actuelle US? Y a-t-il un programme qui aurait des effets équivalents en France ou en Europe? D'abord, impact guerre des étoiles sur la domination technologique actuelle US. Comme ça, je ne vois pas. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu effectivement des cycles de dépenses au début des années 80 jusqu'à grosso modo la guerre du Golfe où les États-Unis ont investi massivement. Mais je n'ai pas vu d'études spécifiques qui montraient que ça avait un impact particulier.
je dois admettre que là, je sèche. Vous avez abordé tout à l'heure les investissements post-45, microélectronique, etc. Il est clair que la guerre des étoiles a eu des effets massifs sur ces industries américaines traitant de technologies de l'information, de détection. Bon, il y a un effet, non pas économique, mais politique, on peut dire, qui est reconnu par tout le monde. Si le mur de Berlin et l'URSS s'est effondré, c'est parce qu'elle n'était plus capable de tenir la concurrence, la compétition avec les États-Unis en matière de défense, compte tenu de cet investissement. Je me souviens à l'époque, moi je travaillais au ministère de la Défense à l'époque, personne ne croyait techniquement à la capacité du projet Guerre des Étoiles, mais ça a été un projet phare qui a permis donc ces résultats politiques très importants, de même préalablement que la conquête de la Lune dans l'année 60 visait à rattraper le retard que les Américains avaient pris face aux Soviétiques sur l'accès à l'espace. Au niveau équivalent français-européen, je ne peux pas dire encore, parce que ce n'est pas avec 8 milliards d'euros que le Fonds européen de défense européen aura un rôle aussi important que la guerre des étoiles. Nous ne courons pas dans la même, nous ne jouons pas dans la même cour. Néanmoins, c'est un bon début et je rappelle que l'essentiel de ce budget est un budget comment dire, pas de prêt, enfin de grant, je ne sais plus quel est le mot en français. De subvention, voilà, de subvention en soutien de coopération. Les budgets européens, le cumul des budgets européens n'est pas ridicule. Certes, il est beaucoup moins important que le budget américain, mais il n'est pas ridicule. Et si au moins cet effet peut conduire à une meilleure efficience de l'utilisation des budgets de défense, ce serait très bien. Je pense à un point dans le cas français, un exemple qui est très intéressant, c'est celui de tout ce qui a trait à la dissuasion, et notamment le programme simulation, qui est, alors c'est tout petit, mais c'est un exemple assez intéressant de comment on a maintenu et développé des compétences dans le cas français sur la constitution d'une filière calcul extrêmement importante, qui a été à la base qui a repris les compétences d'Atos en particulier. C'est quelque chose qu'on retrouve qui est assez intéressant sur la capacité de la France à ne pas être totalement larguée dans la compétition internationale des supercalculateurs. Et donc là, il y a un exemple. Alors après, c'est une toute petite niche, mais qui est assez intéressante. Et une nouvelle fois, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les enjeux liés à la souveraineté. C'est-à-dire que la France s'est retrouvée à développer une solution souveraine, a maintenu des investissements constants et donc depuis a des compétences de calcul unanimement reconnues. La France est un des seuls pays européens à avoir encore un supercalculateur dans le top 10 ou dans le top 15 des classements internationaux. Donc on a une petite filière, mais qui est assez intéressante. Une guerre des petites étoiles. Donc. Exactement. Question supplémentaire, pardon. On a parlé effectivement ces derniers temps des problématiques de financement bancaire. Il est loin de moi l'idée de taper sur les banques qui sont des acteurs tout à fait importants, mais il est clair qu'il y a un sujet à aborder. Pensez-vous qu'un alignement des intérêts entre investisseurs et industriels de défense pourrait être menacé à court terme, compte tenu des difficultés bancaires? Et que pensez-vous de la frilosité des banques pour un secteur dont vous venez pourtant de démontrer l'impact positif sur l'ensemble de l'économie de la France? C'est un bon sujet, parce que le financement de l'économie, tout part de là, en fait. Il n'y a pas d'activité économique sans financement. Donc, c'est un vrai sujet. Je suis moins à l'aise que vous pour répondre à cette question, parce que je pense que vous avez l'habitude, mais ce qu'on peut voir, c'est que en fait, c'est un sujet qui est considérablement méconnu et qui fait parce que dans l'esprit de certaines de nos personnes, le secteur de l'armement est forcément négatif et entretenu aussi par une vision où, d'un point de vue comptable, c'est forcément une dépense et ce n'est pas quelque chose qui est positif. Et donc, je pense qu'il y a un travail, et je pense que ce webinaire est aussi là pour ça, pour un travail de pédagogie, pour rappeler que le secteur de la défense, c'est aussi un secteur qui contribue et à la souveraineté de nos forces armées, mais aussi à la souveraineté économique. En complément, c'est clair, c'est un sujet très important.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, notamment compte tenu de pression sociétale, notamment, les banques, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles, font évoluer leur politique dans des domaines qui pourraient effectivement peut-être un jour exclure le financement de la défense. Ce serait évidemment, sur le plan économique, déjà regrettable. Sur le plan politique, encore plus regrettable, parce que l'activité de défense est une activité tout à fait importante, essentielle, régalienne, et il n'est pas concevable que nos États ne puissent plus se défendre. Je pense aujourd'hui que les grands groupes, parce que justement c'est une activité qui reste encore intéressante pour les banques, ne sont pas réellement touchés. Il peut y avoir de ci, de là, quelques difficultés. Non, la difficulté aujourd'hui est beaucoup plus sur ce qu'on a pu identifier sur les PME ETI, pour lesquels l'attrait vu d'une banque est peut-être moins important. Ce qu'il est important de dire, je pense, c'est que l'écosystème défense est un tout. Il associe les grands groupes, les PME, les ETI. On enlève une brique de cet écosystème et c'est tout l'écosystème qui s'effondre. Donc, il est absolument essentiel que, bien évidemment, l'ensemble du secteur industriel se comporte bien, soit fiable vis-à-vis des banques et ne crée pas de soucis particuliers. Mais en tant qu'activité, il est tout à fait essentiel que les banques comprennent cet apport et comprennent que l'ensemble des éléments du domaine sont essentiels à la réussite de ce domaine. Pouvez-vous, je vais prendre la dernière question. Je suis désolé parce que nous arrivons à vous. Pouvez-vous déjà évaluer les répercussions des attaques cyber sur les entreprises de la BITD, investissement, réorganisation, victimes, impact budgétaire? Bon, je vais peut-être répondre à cette question parce que, donc, effectivement, au stade actuel, les 8 grands maîtres d'œuvre de la défense ont signé avec le ministère des Armées ce qu'on appelle la Convention cyber, qui définit un certain nombre d'objectifs, de règles en commun, de protection face aux attaques cyber, d'investissements consentis par l'État pour aider les entreprises et lui-même d'ailleurs à apprécier la menace cyber, tant au niveau de la protection de l'entreprise et de ces attaques, par notamment des échanges d'informations plus fluides entre les autorités nationales, l'ANSSI, la DRSD et les industriels, mais également au niveau des produits. Un certain nombre d'études sont normalement prévues ou en discussion entre la DGA et les industriels dans ce domaine pour mieux comprendre, mieux apprécier la menace. Des discussions, je sais, sont en cours. C'est un sujet qui fait l'objet de discussions récentes entre la DGA et les industriels, et je ne doute pas que devant cette menace qui est tout à fait importante, les moyens seront mis à disposition. Ce ne sont pas forcément des moyens financiers très lourds, mais c'est des moyens financiers, notamment pour la protection cyber, pour les grands groupes qui ont une certaine habitude. Pour les petites sociétés, ça sera plus difficile, sans doute. Et là, c'est sans doute ces sociétés-là qu'il faudra sans doute plus aider, parce que c'est elles qui seront le point faible. Au niveau de la production, tout dépend évidemment du niveau de protection cyber que les clients demanderont et de l'attaque. Là, il est difficile aujourd'hui de donner un impact de ce que ça peut représenter. Ça nécessite en tout cas un investissement, à mon sens, qu'il est important de mettre en place pour préparer l'avenir et maintenir la compétitivité de nos entreprises. Bien, Julien, je suis désolé, chers amis, de ne pas avoir répondu à toutes les questions. Nous avons essayé de faire au mieux. Nous avons promis 9h30, nous tenons à respecter cet engagement. Je remercie Julien pour son exposé et son intervention tout à fait intéressante. Je vous donne rendez-vous, même si je n'ai pas de date et je n'ai pas de thème, et ça sera à la rentrée pour le prochain webinaire de la chaire Économie de Défense. À très bientôt et bonne journée.